De retour, de retour. Bon, il y avait eu un petit bug là, bah, c'est normal, ça c'est les petits aléas évidemment du direct. OBS là, je vais écrire OBS un jour, ils sont insupportables, leur logiciel est insupportable. Je supporte pas, je Mm. veux pas le faire un OBS de qualité. Non, je rigole, c'est plutôt mon ordi, malheureusement, qui va devoir un jour passer la déchetterie, je le pense. Bref, on est de retour dans cette émission numéro 11, ça a toujours avec moi. On était en train de parler des petites news, notamment des prolongations. On avait parlé de la prolongation de Carrick Jones du côté du Partizan. Également des petites rumeurs qui accompagnaient Harmony Brooks aussi du côté du Partizan. Voilà, on parlait du Partizan. On a aussi parlé on l'a appris en direct, c'est Bignonneau qui nous l'a appris en direct là, la prolongation désormais jusqu'en 2029 de Branco Badio, l'arrière-scoreur de Valence, évidemment, on le disait aussi en préparation des éventuelles et même nombreuses, je pense, sollicitations que va subir Jean Montero, la star de Valence tout au long de cet été. Assez Mm. logique donc. Donc c'est assez logique évidemment de le voir prolonger, à voir s'il pourra peut-être voir un rôle un petit peu plus épaissi la saison prochaine. On parlait également de Ebuka Izundu, ça on est en train d'en parler un petit peu. Toi c'est un joueur que tu as apprécié parce que j'en parlais juste avant que ça coupe. Moi, c'est le type de joueur que j'apprécie, besogneux, dur au mal et qui a été hyper important, je trouve, aussi pour Zvezda, pour revenir aussi dans cette course au play-in, dans une des meilleures défenses aussi de l'Euroleague. J'aime beaucoup, moi, son profil, donc le voir prolonger est une bonne chose aussi. Ouais, ouais, non, mais c'est une bonne chose pour Zvezda, ça c'est sûr. En fait, il a réussi quand même à tenir ce rôle-là en l'absence de Joël Bolomboy. Oui, Et on a même le sentiment qu'à un moment donné, là, sur les derniers matchs, malgré le retour de Bolomboy, Izundu a gardé la main un petit peu dans l'esprit de Obradovic. Mais en tout cas, ouais, c'est un intérieur capable d'aller prendre des rebonds, capable de contrer, et qui court en plus. C'est pas voilà, même si sa défense au large, elle est un peu plus difficile quand même que d'autres, mais il a quand même une certaine envergure. Il est capable de tenir un petit peu les duels à l'extérieur. Et puis, comme tu dis, il apporte du punch et il apporte beaucoup d'agressivité offensive aussi sur un temps de jeu qui est très, très court. Donc, non, non, c'est une bonne pioche et qui est complémentaire avec Rivero et Monteunas qui sont dans un autre registre, ouais. un peu plus horreur, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Voilà pour ces prolongations dont on parlait. Désolé encore que ça a coupé. On est de retour, hein. Vous pouvez évidemment retrouver notre première partie en replay sur YouTube, même sur la chaîne Twitch. Ce sera évidemment toujours en replay. Si vous voulez checker le début de l'émission, on est toujours dans les news. Et dans les news aussi, une équipe française qui va potentiellement, même pas potentiellement, qui va jouer pour le titre en Eurocup face à Très bon. Beşiktaş. C'est Bourg-en-Bresse, c'est la JL qui est de retour en finale de l'Eurocup, deuxième finale sur les trois dernières saisons pour la JL Bourg, elle qui avait perdu il y a 2 ans face au Paris Basket en 2024. Et d'ailleurs, Bourg, en fait, c'est aujourd'hui une des places fortes aussi de l'Eurocup, hein. C'est la sixième saison de la JL en Eurocup, sixième saison consécutive, face à un très bel adversaire, gros adversaire, le Beşiktaş, qui est leader du championnat turc, hein, même devant le Fener, devant l'Anadolu Efes, Saad. Mhm. C'est un gros, Mhm. gros client habitué de l'Eurocup, avec un coach, Alim Pijevic, qui a été coach de l'année notamment en Eurocup, et qui est aussi une grosse pointure. Donc il y a un vrai, vrai, vrai. Ouais, un vrai vrai challenge pour Freddy Fotoux qui n'a jamais gagné en tant que coach, il a déjà gagné en tant que joueur évidemment, il était cette fois champion de France, il a gagné aussi en tant qu'adjoint de TJ Parker à Lasvel, mais il n'a jamais gagné un titre en tant que coach principal, donc on verra, mais derrière il y a peut-être un ticket pour l'Euroleague qui se dessine. Ouais, en fait, il y a un ticket pour l'Euroleague qui se dessine, bien entendu, même si il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de Besiktas qui sera en Euroleague l'année prochaine, même Ouais. s'il perd une finale. Apparemment, ils font partie des favoris pour rentrer en Euroleague dès la saison prochaine. Donc, on verra comment tout ça va se dérouler. Mais déjà, la finale en elle-même, pardon, moi, j'ai hâte d'y être parce que franchement, c'est une belle finale. J'ai Ouais. regardé les deux demi. Alors déjà, sur les deux demi, tu as trois clubs turcs, ce qui est vraiment impressionnant et qui, encore une fois, nous rappelle que le niveau de ce championnat turc, c'est pas n'importe quel championnat, les gars, attention. Mm, C'est mm, pas mm. n'importe.
On a tendance à dire beaucoup que le championnat espagnol est l'un des meilleurs championnats européens, et ça, je suis d'accord avec ça. Par contre, il ne faut pas oublier que le championnat turc est vraiment un championnat très dense. Et preuve en est, trois équipes en demi-finale d'Eurocup, c'est pas rien. Besiktas, c'est une belle machine. Hein. C'est vraiment une très belle machine, une belle équipe. C'est athlétique, ça shoot, ça court. Mais ouais, on espère que Bourg va gagner ce titre. On espère que Bourg va gagner ce titre. Après, est-ce que Bourg va accepter d'aller en Euroleague ou pas la saison prochaine? Ça, j'en sais rien. Je sais qu'il y a 2 ans, ils avaient dit même si on gagnait face à Paris, on ne serait pas allé en Euroleague. Et moi, je trouve ça très intelligent de la part d'un club qui bosse très 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 bien depuis des années et qui a pas envie de se brûler les ailes en fait, ça. Très, très, très bien. C'est un club qui bosse très bien, comme tu dis, qui est très sain financièrement. Non, non, je sais pas s'ils vont accepter ou pas. Hein. Moi, il y a moyen qu'ils font une Gran Canaria. Hein. Gran Canaria, quand ils avaient gagné l'Eurocup et qu'ils avaient refusé d'y aller en Euroleague, Mm. il y a des chances que ça se passe comme ça aussi pour Bourg. Mais déjà, rien que gagner le titre et gagner l'Eurocup, ce serait déjà une belle réussite pour Freddy Fautou déjà en tant que coach français, pour Bourg en tant que club français, et aussi un roster qui est pas mal. Moi, j'ai envie de mettre en lumière quand même un joueur que j'ai découvert là, à la JL à travers l'Eurocup, qui s'appelle Boat Gash, un Ouais, je Américain. connaissais pas non plus. Mm. Franchement, il est pas mal. Moi, Boss Gachette. franchement, c'est un beau joueur à avoir joué. Moi, j'ai bien kiffé le regarder là sur les demi. Non, il est vraiment pas mal. Il a un Donc, bras. Hein. ouais, et il a un bras. Et exactement, il a un bras, il a du handle, il est grand, tu sais, il est beau à voir jouer, tu vois. Ah Son ouais. dribble, son shoot, ses pénétrations. C'est vraiment un beau joueur avec de l'envergure et tout. Moi, j'aime bien ce type de joueur, tu sais, grand, mais capable de porter la balle, de driver, de fixer, de tirer. Mm. Euh, mais oui, une belle finale. Une belle finale, on va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est un garçon qui est international sud-soudanais, hein, donc il connaît bien évidemment un certain Carlick Jones notamment. Mm. Voilà, il a débuté notamment lors de la CAN, enfin, je sais pas si c'est de la CAN, le championnat d'Afrique en 2025, en Angola, où il avait été pas si mal, hein, ça tournait autour des 6 points, 3 rebonds. Voilà, c'est un joueur notamment qui avait porté le maillot de Darusafaka. Donc voilà, encore une fois, ce championnat turc absolument partout. Ouais, ouais, Euh, donc impressionnant. vraiment, c'est encore une fois, hein. Et c'est un garçon qui est jeune, hein. Enfin qui est jeune, Je voilà, crois on va dire qu'il est plutôt dans la tranche. 20. Il a 27 ans, hein, donc il est encore dans cette tranche où je pense qu'il va arriver à un certain prime peut-être pour Bosgach. Mais voilà, très 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 beau joueur. Et moi j'ai hâte, j'espère que l'an prochain nous aurons un nouveau Français en Euroleague puisque Adam Mokoka est un garçon que je suis depuis de nombreuses années parce qu'il a notamment porté chez les jeunes le maillot du BCM Gravelines Dunkerque. Et j'ai vu ce garçon jouer à de nombreuses reprises. À aucun moment, je me suis dit que ce mec allait devenir professionnel. Et en fait, il est en train de monter en puissance encore. Ce joueur a un truc assez impressionnant. J'espère potentiellement, en tout cas, il a le physique pourquoi pas s'envoyer en Euroleague. Peut-être pas dès l'année prochaine, peut-être encore une année de plus pour s'affirmer encore au niveau Eurocup, mais très très bon joueur. Bosgach, on en parlait, Adam Mokoka aussi. Voilà pour cette équipe de la Gielbourg qu'on espère qu'elle va notamment s'imposer lors de cette finale en Eurocup qui aura lieu en avril, pas loin, je crois qu'on est, ce sera dès la semaine prochaine. Vaut mieux jouer le titre en Eurocup que de se faire bananer, j'aime beaucoup cette expression, toutes les semaines en Euroleague, c'est ce que nous dit Bignono. Je suis assez d'accord et ça rejoint ce qu'on disait un peu sur évidemment le fait d'accepter ou pas de revenir en Euroleague malgré une victoire en Eurocup. Voilà, donc on verra pour cette GL. Bon, déjà, il faut gagner. Dernière news qui a dû te faire plaisir peut-être, Saad, c'est Sylvain Francisco Mm. qui a dragué ouvertement. J'ai jamais vu quelqu'un draguer aussi mal ouvertement. Voilà, c'est paf, c'est mis comme ça en grande lumière. C'est Sylvain Francisco qui a dragué le Barça en Oui. interview sur le média qui s'appelle Pick and Roll TV que je connaissais pas du tout. C'était juste après un match où il a été intercepté et après encore une énorme performance puisqu'il est vraiment extraordinaire cette saison. Voilà, mais il parlait notamment de Barcelone. Il a dit j'aime Barcelone. C'était mon club de rêve quand j'étais à Manresa. Voilà, donc quand il joue en Espagne. Donc pas vraiment, hein, c'est pas non plus la news du siècle. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour savoir que Sylvain avait une petite touche pour le Barça. Mais encore une fois,
ça rajoute un petit piment là-dessus, Saad, hein, parce qu'il y avait déjà des rumeurs, l'agent avait démenti. Ah, on est en train de nous mentir en fait là. Non, mais écoute, il y a plusieurs choses là-dedans. Donc, première chose, effectivement, tu sais, si je te rappelle, il y a quelques émissions, on avait parlé de la fameuse rumeur Sylvain à Oui, Barcelone et qui a été démentie, entre autres, par ouais. soit son agent là, soit lui-même, je crois, en mode fake news Hmm. sur Twitter. Enfin, bref. Après, faut pas oublier que Manresa, c'est une ville en Catalogne. Hein. C'est même pas 1 heure de Barcelone. Donc Hmm. le mec, quand il habitait à Manresa, autant te dire, quand il jouait à Manresa, autant te dire qu'il passait sa vie à Barcelone. Tu vois. Donc à Manresa, il y a rien à faire. Hein. Je veux dire, tu prends Tu ta connais un voiture, peu? c'est 1 heure de route. Bien sûr que je connais. Moi, j'ai Ah, mon oncle à Terrassa, il est pas très loin. C'est entre les deux. Et je ok. sais très bien qu'il n'y a rien à faire là-dedans. Je te promets, mis à part le basket, tu vas pas faire grand-chose. Hein. Donc, direction Barcelone, tu vois. Donc oui, tu m'étonnes que le mec il dit ouais bah moi ma ville de rêve ou ce que je kiffe bah, c'est Barcelone, c'est normal, tu vois. Euh, voilà. Après moi je pense honnêtement en toute transparence, je pense que on va parler du sujet Barcelone après. Mais je pense que si le Barça décide à un moment ou à un autre de partir sur un nouveau cycle, etc., bien structuré, bien machin, pour Sylvain, ça serait vraiment un top fit. Ça serait Oui. vraiment une bonne place pour être. Pourquoi? Hmm. Parce que voilà un club mythique, une institution mythique, une ville incroyable, mais une équipe qui est à la dérive. T'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Parce que de toutes les façons, la team, ça fait maintenant. J'avais vu un truc sur les performances du Barça depuis 2020, depuis le Covid. Ça chute, tu vois. Hmm. Chaque année, c'est pire. C'est moins bien, on va dire. Et donc bah là, en fait, tu peux que faire mieux, entre parenthèses, tu vois. Euh, et puis t'imagines, tête de gondole de Barcelone qui va en Final Four ou qui va en playoff ou qui s'installe, parce que ça va pas le faire comme ça en 1 an ou 2, ça va se faire Hmm. sur 2 3 ans. Mais pour moi, pour lui, ça serait une ambition. Je pense que ça serait une ambition incroyable. Ça serait un challenge incroyable pour lui et qui le ferait passer un step supérieur dans sa carrière. Et on voit très bien que Sylvain manage sa carrière d'une manière très intelligente. Quand tu le vois, en France au début, c'est un peu compliqué. Et puis bim, l'Espagne, Manresa. Et puis petit à petit, bim, 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 on se retrouve en Champions League, je crois, du coup, avec notre ami. Ouais, avec Spanoulis du côté en Grèce. Hmm. Voilà. Et puis bim, Peristeri. je débarque au Bayern, au Bayern en Euroleague petit à petit. Puis bim, Zalgiris. Puis bah, le next step, Barça. Ouais, C'est ouais, je suis d'accord avec toi en fait sur un gars qui au début ça partait, dont la carrière partait un peu, on se demandait où ça allait, tu t'es pas gardé en France, tu vas jouer aux États-Unis, tu te formes en Floride, etc. Dans des ligues un peu mineures, etc. On te demande ouah, comment ça débute quoi finalement. En tout cas c'est quelque chose un peu plus atypique on va dire qu'un parcours classique. Mais derrière en fait ouais je suis d'accord avec toi, il a intelligemment fait son processus et il a jamais grillé les étapes en fait Sylvain Francisco. Moi c'est ça que j'adore aussi son tracé quoi, dans son chemin là depuis quelques années, c'est qu'il a jamais grillé les étapes. Voilà, il est revenu en France, il a joué au Paris Basket, il a joué à Rouen, il a passé par ces petites étapes là, derrière des petits Manresa, tu l'as dit, Peristeri, et pour arriver à l'Euroleague, effectivement il y a un côté très réfléchi. Donc je ça. pense que, et il l'a dit aussi dans cette interview, hein, pour compléter un petit peu ses propos, voilà, il a dit on va voir comment les choses vont se passer sur l'année. Il a dit qu'il n'était pas pressé et que c'était aussi pour lui une deuxième année consécutive dans un club, chose qu'il n'avait pas fait depuis qu'il est revenu en Europe. En fait, à chaque fois, il a toujours bougé d'année en année. Donc là, Oui. c'est la première fois qu'il arrive à se poser, qu'il avait, et c'est ce qu'il dit aussi, les cartes en main. Donc là, clairement, il va falloir être bien sûr de savoir donc quoi, il va débarquer au Barça si c'est au Barça qu'il doit débarquer. Ça, en fait, c'est ça. Tout Et dépend ça, aussi du Barça. on va en parler après. Le teasing est fait. Le teasing est fait. Le procès de Saad face au Barça, je peux vous dire qu'il a préparé des trucs. Évidemment, vous l'entendrez. Je pense qu'à chaque émission, désormais, il y aura la tribune de Saad. Et là, il y aura une belle tribune sur le Barça. Enfin, ce sera la tribune de Saad sur le Barça. Voilà, ce sera ça. Je pense qu'on fera un point. On fera un point chaque fois. Point d'étape. Bon, la méga preview, parce qu'on est là pour ça.
Notamment, c'est le gros morceau de cette émission. Merci à tous ceux qui rejoignent, qui reviennent, parce que oui, on a eu un petit souci technique. Du coup, on a dû bifurquer, relancer un petit live. Voilà, mais n'hésitez pas évidemment à checker le live qui était avant. Il reste sur Twitch, donc n'hésitez pas à checker. Il sera aussi en replay sur YouTube. Voilà, pour ne rien manquer. C'était notamment les news et la petite intro. Merci à tous ceux qui sont là, les amis, en ce mardi soir, 18h51. On passe au gros morceau. Et là, on va se régaler sur le classement, sur les dynamiques. Mon cher Saad, ça va être notre gros dossier du jour. Je vous mets ici, vous avez toutes les infos face à vous. On a le calendrier à gauche de la dernière journée d'Euroleague, 38e round, et le classement que vous avez également sous les yeux. Je vous ai juste mis le classement de la première à la 12e place. Voilà, sachant que le Maccabi n'a plus rien à jouer. Voilà. Le Maccabi ne pourra plus rentrer dans le top 10. On rappelle les petites infos évidemment importantes. Les 6 premières places sont directement donc qualificatives pour les playoffs. Donc la 6e place qui va donc là à l'heure actuelle du Zalgiris 6e à l'Olympiakos 1er. Et derrière, entre les places 7 et 10 inclus, eh bien, ce sont les places pour le play-in derrière, et pourquoi pas se qualifier en play-off. On rappelle qu'il y a évidemment 8 équipes qui se qualifient pour les playoffs. Voilà, dans les dynamiques actuelles. Ce qu'il faut rappeler, Saad, pour que tout le monde ait les infos, c'est qu'on a donc 2 équipes tout en haut, et il y en a une qui est assurée de finir dans le top 2. C'est l'Olympiakos. Voilà, l'Olympiakos, vous le voyez sur le classement, 25 victoires, 12 défaites. Ils sont assurés de finir au moins deuxième. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Derrière, sur un top 4, on a donc l'Olympiakos et Valence, donc bien logiquement, qui sont donc les deux équipes qui sont assurées de finir dans le top 4 de l'Euroleague. Mais derrière, il va y avoir bagarre. Il va y avoir bagarre, forcément, pour se battre, notamment pour la 6e place. Et toutes ces équipes-là peuvent évidemment bouger, parce qu'on a donc le Real, l'Apoel, le Fenerbahçe qui sont à égalité de victoire-défaite, donc de point average, et le Zalgiris Kaunas qui a une défaite en plus, une victoire de moins par rapport à ces trois équipes devant. Donc ça va se battre évidemment pour ça. Derrière, on a 3 égalités aussi entre la 7e et la 9e place. C'est donc l'Étoile Rouge de Belgrade, le Panathinaikos et l'AS Monaco. Ça va se bagarrer aussi là-dedans. Mais ces 9 équipes-là sont assurées de finir dans le top 10. Donc d'être à minimum au play-in ou au play-offable évidemment en fonction des classements de chacun. Il y a une équipe, une seule, qui est dans la panade et qui potentiellement peut tout perdre cette saison et sortir de ce top 10 et ne pas être en play-in, c'est le Barça. C'est le Barça. Avant de venir au Barça, parce que je sens qu'il préchauffe. On va faire de la plus haute marche jusqu'à descendre jusqu'en bas. On va commencer par la place de numéro 1. Bon, il y a une place maudite. Ouais, il y a une place maudite, mais là, je pense qu'il n'y a pas de. Je veux dire, tu vois ce que je te disais là, si on fait l'exercice de se dire tous les matchs décisifs là, on voit c'est quoi le score de chaque match ou le résultat en tout cas. Si tu prends Loli Milan, ouais, Loli à domicile, dernier match à domicile saison régulière. Ouais, je pense qu'ils vont pas. Je pense honnêtement qu'ils vont pas. Voilà, ça va être plié au bout de 3 quarts temps, on passe à autre chose là, tu vois. Je pense que Loli va gagner le match. Je pense aussi. Voilà, et je pense que Loli va finir premier. De toutes les façons, vu la remontada qu'ils viennent de faire sur le Fener, ils peuvent plus se cacher. Ils sont obligés d'aller jouer l'histoire. Et l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire finir premier, gagner le titre. Parce que eux, s'ils gagnent pas le titre, c'est échec. D'accord? On est d'accord là-dessus? S'ils gagnent pas le titre en saison, c'est échec. Voilà, et la fin de Barzokas. Autant dire. Voilà, et Barzokas aussi, c'est échec. Autant jouer le truc jusqu'au bout, l'histoire jusqu'au bout. À mon avis, ils sont en train de se dire, allez, venez les gars, on joue l'histoire jusqu'au bout, on finit premier et on joue le titre. De toute façon, que tu finis premier ou que tu finis deuxième, si à la fin de la saison, tu n'as pas gagné le titre, c'est un échec pour Loli. Donc oui, Loli, je pense, c'est fini. À mon avis, ils vont finir premier.
Ça, je suis d'accord avec toi. Sachant que derrière, Simon, je vois pas non plus Valence aller gagner à Dubaï. À mon avis, Dubaï va gagner Valence à domicile. Sur ce dernier match à domicile, Dubaï va jouer Je pense tout aussi. pour le tout. Ça ne veut pas dire que le Barça va aller en play-in. Parce que je pense que le Barça va aller en play-in en gagnant contre le Bayern. Mais en tout cas, ouais, je vois pas, je vois pas Valence. En tout cas, je vois pas cette première place échapper à l'Oli. Je suis d'accord avec toi, je suis assez d'accord avec toi, et d'ailleurs on le voit, hein, on fait en même temps, donc vous avez le classement sous les yeux, et on regarde aussi on se fait aussi nos petits pronos de la dernière journée pour voir un petit peu comment ça peut se dessiner à la fin. Moi je suis assez d'accord avec toi, ça, je pense que l'Olympiakos va s'imposer face à Milan et terminer premier de cette Euroleague. Derrière, est-ce que pour toi, il y a un monde où Valence lâche cette fameuse deuxième place, sachant que Valence va à Dubaï, on l'a dit. Moi, je suis aussi sur une victoire de Dubaï plutôt. Mais derrière, un Real Madrid qui va jouer face à Zvezda, grosse confrontation aussi. Il y a une possibilité que cette équipe, que le Real puisse passer troisième aussi. L'Apoel joue un gros match aussi face à Monaco. Est-ce que toi, dans un monde comme ça, est-ce que tu vois un top 2 Olympiakos, donc Valence, ou alors Valence peut se faire chipper cette deuxième place? Bah, tout dépend de ce qu'on disait, c'est-à-dire que si on part du principe si on part du principe que Valence perde à Dubaï et que derrière tu as le Real, l'Apoel et le Fener qui gagnent, hein, imaginons que les trois ils gagnent là, ou même deux qui gagnent, on aura une triplette par exemple Valence, Real, Fener, parce que moi je vois bien le Fener gagner à Lasvel. Ils sont en train de se refaire une santé là. Ils ont gagné au championnat contre les Fesses. Ouais. Et clairement la dynamique est un peu mieux. Même les derniers matchs d'Euroleague c'est un peu mieux, mais on en parlera après ça aussi. Mais le Fener qui gagne à Lasvel, le Real qui gagne contre Zvezda à domicile, ça nous ferait, et Valence qui perd à Dubaï, ça nous ferait les trois ex aequo. Je crois que le Real a gagné ses deux matchs contre Valence. Oui. Il me semble. Je te vérifie ça, mais ça me paraît juste. Et par contre, le Fener, je ne sais plus si le Fener a gagné à Madrid parce qu'ils ont perdu à Istanbul. Par contre, je ne sais pas s'ils ont gagné à Madrid. Parce qu'on rappelle que les confrontations directes entre les deux équipes sont synonymes donc de départage. Hein, ça. Le Valence s'est imposé une fois face au Real. Il y a un partout dans les confrontations. Valence s'est imposé à domicile contre le Real et a perdu à l'extérieur. Et le Fener a perdu les deux matchs contre le Real. Donc ça fait déjà le Real, ils ont déjà 3 victoires sur la triplette. Et si on regarde le Fener, ce qu'ils ont fait avec Valence, le Fener, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Valence? Ils ont gagné une fois donc à Istanbul. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Valence? Et ils ont perdu à Valence. À Valence. Ce qui fait que de toutes les façons, le Real finira, donc avec une triplette pareille, le Real finira deuxième. Parce qu'ils sont déjà à 3 victoires. Moi, je pense qu'il y a un monde où le Real. Moi, c'est ce que je projette. Hein. Moi, pour moi, le Real finit 2. Parce que, encore une fois, comme on vient de le dire, si Valence perd à Dubaï, et Dubaï qui est obligé de jouer le tout pour le tout ce match-là, Valence, le Real qui gagne contre Zvezda à domicile, j'imagine que c'est faisable. Et le Fener qui va gagner à Lasvel parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'ils se remettent d'aplomb. Ils vont arrêter de jouer. Voilà. Et donc, ouais, je pense qu'il y a moyen que le Real finisse deuxième, oui. Moi, je mets un billet là-dessus. Maintenant, il y a beaucoup de si quand même. Ouais, non, mais c'est clair, on l'a dit. Hein, voilà, pour la manière aussi de compter sur les confrontations, pour départager un petit peu tout le monde, ça dépend de plein de choses. Ça dépend aussi de combien les équipes aussi vont réussir à le nombre de points qu'elles vont mettre aussi. Enfin bref, ça va y avoir plein de choses qui vont différencier, qui va cartonner ou pas. Ça va être très très important dans cette dernière ligne droite, sachant que il y a des gros matchs pour ces équipes-là quand même. Hein. Je parlais du Real Zvezda. Zvezda, ils ont tout intérêt de toute manière à jouer la carte à fond parce qu'il y a une possibilité de grimper à la 6e place, voire plus si affinité. Comment ? Est-ce que tu penses que Zalgiris va lâcher la 6e place ?
pense pas parce que face au Paris Basket, ça me paraît à domicile, Zalgiris Arena. Enfin, c'est pour moi, Il y a trop c'est d'enjeux. emballer c'est peser à mon sens. Il y a trop d'enjeux pour moi. Il y a trop d'enjeux pour laisser passer ce match-là pour les Zalgiris. Alors après, tu me diras, les enjeux, etc., ça, c'est quelque chose. Et après, ce qui se passe sur le terrain, c'est autre chose. Mais le jeu de Kaunas, pour moi, il est tellement aussi des fois, hein, parfois, je vais pas dire, c'est pas la caricature du jeu de Paris, mais des fois, ça y ressemble dans la Ah, je vois vitesse ce que tu veux dire. d'exécution, dans la vitesse, Mm. etc. Mais du coup, je vois pas les Parisiens dominer autant le Zalgiris, tu vois. Et ils ont les capacités pour répondre sur cet aspect de jeu rapide. Et je pense que le Zalgiris va tout simplement gagner ce match-là parce qu'il joue à domicile, parce qu'il y a Mm. trop d'enjeux et qu'ils vont pas laisser passer et que défensivement, ils vont avoir plus les crocs et plus la dalle que forcément que Paris, quoi. Et potentiellement, le Zalgiris, on parle du Zalgiris, tu fais bien. Bah, ils Ils peuvent peuvent même, s'inviter dans 5, 4. C'est possible en fait là dans cette histoire, hein. Si on regarde parce et que, que en fait les trois de devant ils perdent, tu as une possibilité de grimper à peut-être parce que troisième, hein. La Poel, mine de rien, la Poel, ils n'ont pas gagné contre cette équipe de Monaco, parce que les Monégasques, ça rigole pas, hein. Les Monégasques, Moi, depuis quand on parle d'eux et qu'on dit que c'est fini, bah, eux, ils ont dit, ah, bah, je vais te montrer c'est quoi fini. moi, Mon Dieu, je vois Monaco s'imposer, moi. Je vois Monaco aller bah, gagner du côté de la Poel. Enfin, ouais, enfin clairement, pas là-bas domicile, directement, hein. mais ouais, C'est ouais. à Monaco, hein. C'est à Monaco. Donc, moi aussi, je vois bien Monaco gagner contre la Poel. Monaco, franchement, tu sens que ce qui s'est passé dernièrement, ça leur a donné un coup de boost moral, ça a resserré les gars entre eux. Non, je vois pas, tu vois. Donc effectivement, Zvezda, ils peuvent encore, pardon, les Zalgiris, ils peuvent encore aller titiller la Poel, hein. Mais d'ailleurs, qu'est-ce Ouais. qu'ils ont fait, les Zalgiris, contre la Poel, je crois. Je sais plus ce qu'ils ont fait contre la Poel, parce que ça compte, ça aussi. C'est une bonne question. Et là, je regardais Alors, Monaco. Si tu parlais de Monaco, vas-y, je te laisse regarder. Mais Monaco, là, on le rappelle, hein, ils ont une rotation de 8 joueurs. Voilà, il faut se rappeler face au Barça. C'est Elio Kobo qui mène la barque avec 16 points et 8 passes D. Mathieu Strazel qui est en train de prendre un niveau. Eux, pareil, enfin, Mathieu Strazel, typiquement, ils sont menés et guidés par souvent des esprits de revanche ils sont boostés par ce type d'environnement, j'ai l'impression, où on les critique, où on est évidemment acerbe avec eux en disant qu'ils sont finis, etc. Peut-être qu'ils ont regardé cette émission d'ailleurs. Et à chaque fois, ça les pique, les mecs. Et en fait, ils mais des sont chauds. fois, Et tu le vois. bien sûr, ça suffit pas. Ce genre de choses, tu sais ce qu'il disait là, enfin pas le choc psychologique, mais oui, on peut le comparer Ouais. un petit peu, c'est-à-dire des problèmes extérieurs qui font que ça te donne un petit boost au niveau mental, etc. Mais ça suffit pas, bien entendu. Ça suffit pas. Mais ça peut jouer, surtout quand tu as une équipe avec ce mindset-là. Et quand tu prends les Blossom Games, les Diallo, les Strazel, même Mike James, c'est des Mm. gars, tu sens qu'ils tournent tu vois, je vais te prouver que tu as tort, tu vois. Tu Ouais, vois, c'est clair. ils sont dans ils sont en mode, ah ouais, d'accord, tu crois que je vais perdre? Bah, Mm. tu sais quoi, je vais te prouver que je vais gagner, que tu as Ouais. tort, tu vois, en fait. Tout ça avec Joan Donc, Bégarin, hein. Tiens à le dire quand même, hein. Ils sont 8, il y a le mec, Joan il est Bégarin capable. là-dedans qui joue plus de 20 minutes, hein, en Euroleague. Donc le garçon, lui, il est en train de prendre un step aussi assez impressionnant. Voilà pour Monaco, mais qui sont vraiment dans une magnifique dynamique. Et franchement, ils ont un cœur énorme. Je sais pas comment ils font vraiment typiquement, mais là ils ont un cœur monstrueux et ils sont qualifiés hein, pour le play-in. Ça c'est sûr et certain. À voir évidemment ce que fera le Zalgiris, voilà, ce que potentiellement ils peuvent s'inviter dans le top 6. Alors, Ont tous les deux, vous l'avez entendu, ils sont pas très confiants. alors, Justement le Zalgiris. juste, juste parce qu'il faut pas oublier un élément super important. Le Fener aussi, pourquoi ils doivent aller chercher cette victoire? Parce qu'en vue des résultats à côté, éviter le Fener, s'ils peuvent éviter la poêle en playoff, eh ben, c'est mieux pour eux. Parce que je rappelle que s'ils jouent contre la poêle, ils perdent l'avantage du terrain. Parce Mm. qu'ils ne pourront plus accueillir la poêle à Istanbul. Les clubs israéliens ne sont pas tolérés là-bas. Ouais. Donc,
Donc, et du coup, si ce qu'on dit se concrétise, c'est-à-dire que Monaco qui va taper l'Apoel et les Zalgiris qui gagnent, et le Fener aussi qui gagne, et ben, ça fait que le Zalgiris passe cinquième et que le Zalgiris tombe sur le Fener en play-off, ce qui serait une très belle série, hein, parce que là, t'as Jassikevicius qui revient chez lui, c'est son ancien assistant qui coach en face. C'est une belle. Ouais. C'est une belle confrontation. Par contre, après, attention, tu as aussi la belle confrontation Valence, l'Apoel. Où là encore, Valence va, entre parenthèses, perdre un peu l'avantage du terrain parce qu'ils n'auront plus le public. Par contre, tu as Pedro Martinez contre le président de l'Apoel qui s'aime tellement. Il y a tellement ces deux-là qui seront très contents de. Donc ça ferait quand même des petites histoires à raconter lors des playoffs si tout ça se concrétise, quoi. Ça, il y a aussi les enjeux géopolitiques s'en mêlent en plus, ça devient vraiment là, un peu le souci quand même aussi, un peu le bordel. Je veux Real Zalgiris car Sylvain Francisco tapera la Real, voilà ce que nous dit Raphaël Abrard et ira au Final Four. Purée, ça j'aime, j'ai envie que ça se concrétise. Ça mon Raph, tu me donnes l'eau à la bouche quand tu me dis ça, parce que là, j'avoue que ça aussi, c'est un brin excitant cette histoire quand même. Je suis d'accord que j'ai envie de voir aussi le Zalgiris être bon sur ces playoffs. Parce que là, il y a un enjeu. Moi, j'ai envie de voir Sylvain en playoff. J'ai envie de voir Sylvain et la Zalgiris Arena en playoff. Alors, moi, honnêtement, c'est pour sauver mon Final Four, les gars, parce que si on veut un beau Final Four, il nous faut l'Olympiakos, Panathinaikos, Zalgiris et une quatrième équipe après. Si c'est le Fener, tant mieux. Si c'est autre chose, c'est pas grave. Ou Valence. Mais en termes de public, là, si tu as déjà les deux Grecs, plus tu as le Zalgiris, t'as une belle, t'imagines, la marée verte là qui va débarquer, à Athènes. Monumental. J'ai une question pour toi, Gentek, et d'ailleurs je la pose à tous dans le chat et également sur YouTube en replay, n'hésitez pas à y répondre. Mais dans les deux équipes un peu surprises, Valence, Zalgiris, voilà, qui trustent ces playoffs là, laquelle t'inspire le plus pourquoi pas? Parce que on voit Valence, ils sont positionnés, ils sont deuxième. Potentiellement, voilà, nous tous les deux, on les voit peut-être descendre troisième, quatrième, à voir. Bref, à quel point tu vois cette équipe de Valence avancer loin en playoff? Est-ce que c'est une utopie pour toi? Ou c'est un truc auquel tu penses et tu te dis que, en fait, ils en sont là, ils vont pas lâcher maintenant et ils vont faire des playoffs à la hauteur de ce qu'ils ont fait en saison régulière. Comment tu te positionnes? Pour moi, les deux, ils ont des arguments à faire valoir. Maintenant, l'équipe qui m'inspire le plus de stabilité, de confiance et de régularité et de valeur sûre, c'est Valence, plus que le Zalgiris. Et encore une fois, j'aimerais tellement que le Zalgiris le fasse et aille en Final Four, rien que pour Sylvain déjà, et voilà. Mais je pense concrètement, collectivement, il y a plus de valeur sûre et d'assurance côté Valence que côté Zalgiris. Maintenant, ça va dépendre aussi du match-up sur lequel tu tombes, parce que tu as des équipes, des fois, tu galères à les jouer. Maintenant, Valence contre l'Apoel, quand tu regardes en saison régulière, je ne sais plus combien ça a donné, mais si je regarde en saison régulière, parce que si on part sur ce qu'on a dit, on a le Valence-Apoel, et je crois que le Valence-Apoel, ça nous fait une victoire de Valence à l'Apoel. En février. Exactement. Voilà. Et une victoire de l'Apoel face à Valence en octobre dernier. Et honnêtement, par contre, si c'est l'Apoel contre Valence, je suis un peu plus inquiet pour Valence quand même. Parce que cette équipe de l'Apoel a des qualités athlétiques qui peuvent embêter Valence. C'est un peu à l'image de ce qui s'est passé avec le Real, tu vois. Je sais pas, mais en tout cas, comme ça, là, c'est-à-dire d'une manière brute, pour moi, Valence, c'est celle qui m'inspire le plus de confiance et le plus de stabilité collective, plus de valeur sûre, d'assurance collective, en fait, que les Zalgiris. Ouais, je t'entends. Même si les Zalgiris, je pense que ça peut être un peu l'Anadolu FS de l'année dernière, quand l'Anadolu était venu embêter le Panathinaikos jusqu'au bout du bout. Ça peut être ce genre d'équipe
poil à gratter, voire un peu plus, qui peut sur une enflammade de la Zalgiris Arena, sur un Silver Francisco qui te plante le gros shoot qui va bien, ou un Moses Wright qui te fait son match de fou, Nigel Sinon, Williams qui sort de sa boîte, ils peuvent venir te surprendre. Je dis pas qu'ils passent, hein, mais ils peuvent venir te surprendre. je te pose juste une question. Quelle équipe aujourd'hui, d'accord? Quelle équipe aujourd'hui, tu es sûr à 100%, les yeux fermés? Quand je te dis tu es sûr à 100% les yeux fermés, c'est à l'image de ce que tu as vu par exemple les dernières années avec le Fener ou avec l'Oli. Et tu es sûr qu'ils passeront en playoff. Qui passeront Final Four, tu veux dire? Qui passeront en Final Four, voilà, qui passeront les playoffs pour aller en Final Four. Olympiakos quand même. Bah, L'Olympiakos, s'il tombe sur le Pana, tu dis quoi? Parce qu'il y a, il y a un monde, il y a un monde, Simon, où ça va faire Bien sûr. Pana. Bien sûr. Bien sûr. Mais Bon, enfin, mais je vois pas. Mais je vois. Mais- Faut arrêter. Olipana en quart de finale, il faut y aller. Hein. Faut prendre des billets. Faut y aller. Oui, je pense qu'on délocalise l'émission, hein. Moi, je te le dis, on le fait. Voilà, Mais on fera l'émission d'Athènes. Hein. De là-bas. Non, mais pour moi, Lolis n'est pas du tout sûr d'être en Final Four à 100%. Je parle à 100%. Tu vois moi, si c'est ma take. Moi, je pense quand même. Mais je pense à 100% que eux, ils sont derrière. Je mets la pièce. Je mets la. Je mets la pièce sur le Real parce qu'on parle pas. Et dans cette émission, on n'a pas assez parlé du Real Madrid. Et je pense à tout moment que ils sont à 95% de chance, ils vont le faire en fait. Aussi parce que moi je pense qu'on en parle pas assez, mais ils ont ce truc où ils sont hyper réguliers. De toute manière, ils ont l'équipe qui logiquement doit atteindre ce stade-là en fait. C'est même une question, tu vois. bien sûr, je suis complètement là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Là où je te dis, moi, c'est pas parce que le Real, pareil, le Real, ils ont eu des instabilités tout au long de la saison. En fait, là où je te pose moi la question, c'est quelle équipe aujourd'hui, elle t'inspire tellement de confiance que tu as Ouais. zéro crainte. Moi, par exemple, Loli, il y en a une que j'avais. Moi, il y en a une que j'avais, c'était le Fener, jusqu'à ce qu'il se casse la gueule dernièrement. Oui. Tu vois. Et là, ça a commencé un petit peu à me perturber. Je me suis dit, oh, c'est comment quand même, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises, quoi. Parce que autant perdre 2-3 matchs, je veux bien, mais faire une série de 5-6 défaites comme ça de suite, c'était. Loli, je suis désolé, mais Loli, bah, moi, il ne m'inspire pas confiance. Moi, il ne m'inspire pas confiance. Parce que Loli, tu sais très bien qu'à un moment donné, caca dans le slip est compliqué. Et après, et ils passent leur temps aux toilettes. Et compliqué, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Enfin, c'est la réalité de Loli aujourd'hui. C'est la réalité de Loli. C'est que sur un match sec, ils sont capables de se trouver. Oh, mais tu me parles du Final Four là. Moi, je te parle sur une série de playoffs. Pour moi, pas de débat. Non, mais, Ils vont au Final Four, tu vois. oui, mais sur Même si c'est le Pana, hein, même si c'est le Pana. Oui, mais sur une série de playoffs, tu peux la finir sur un match 5. Il y a 2 ans, je sais ce que tu veux dire. quand il y avait les fameux matchs 5 Oli Monaco, bah, moi j'étais quasi persuadé que l'Oli allait gagner. Enfin, je veux dire, ils étaient tellement au-dessus, tu sentais que Monaco était en sur-régime, et puis bim, l'Oli passait parce qu'il était à domicile, et puis il fermait la fenêtre. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Aujourd'hui, si ça tombe comme ça, un match 5, même contre Monaco, hein, un match 5 à Athènes, Oli Monaco, moi je veux bien celui qui me dit, il est sûr et certain d'avoir l'Oli gagnant. J'aime bien, je pose la question. Allez-y dans le chat, n'hésitez pas, donnez-nous vos avis. Quelle équipe vous inspire confiance à 100% pour aller au Final Four? Alors là, pour vous, quelle équipe, les yeux fermés, vous vous dites, elle va au Final Four, c'est sûr et certain. Mettez dans le chat, les amis, on a envie de savoir un peu vos avis. En replay également sur YouTube, je vous salue. N'hésitez surtout pas à mettre directement vos avis. C'est une question hyper intéressante de savoir là, à l'heure actuelle, qui a 100% de votre confiance pour aller au prochain Final Four à Athènes. Voilà, moi je tape sur l'Olympiakos. Du coup, je dirais même le Fener aussi quand même, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré que là il y a 5 défaites consécutives et que c'était compliqué. Et encore, je trouve que c'est un peu mal payé sur certains matchs. Je garde quand même le Fener en équipe où je suis assez confiant quand même pour les voir aller au Final Four. Toi, ça, un petit peu, tu mesures un peu plus. Qu'on soit d'accord.
juste qu'on soit d'accord, Simon. Je parle pas le fait que qui je pense va aller en Final Four. Moi, honnêtement, si on me pose la question qui je pense va aller en Final Four, j'aimerais quand même attendre de voir un petit peu les confrontations en playoff. Pas les voir les confrontations en playoff démarrer, juste savoir qui va jouer qui, les match-ups en quart de finale. Et après, je te dis, mais comme ça, là, si par exemple le résultat, enfin, le classement, il bouge pas, imaginons là, le classement, il bouge pas, le classement actuel Hum, comme il est. C'est-à-dire qu'on ouais, a un Monaco-Barça play-in, je pense que Monaco tape le Barça. Merci, au ouais, revoir. Le Pana Zvezda, le Pana va taper Zvezda et elle va aller jouer contre Valence. Et je pense que le hum, Pana va passer contre Valence. Donc le Pana au Final Four. Zvezda qui va jouer contre Monaco pour la finale du play-in. Je pense que Zvezda va passer et que ouais, Zvezda va jouer contre l'Oli. Oli ira en Final Four. Donc déjà là, je te donne Oli et comment ça s'appelle et Pana. Et derrière, ouais. je verrai bien le Real qui passe avec le Fener. Ouais, oui, Je, oui. Dans les favoris, moi, dans mon esprit, c'est ça, même si pour moi, il va y avoir une et surprise. Il va y avoir un forcément, truc, il va y avoir un séisme dans cette saison. forcément, forcément, il va y avoir des trucs. Maintenant, si on veut un peu se mouiller, on va dire si les choses bougent un petit peu, le classement bouge un petit peu et les match-up changent un petit peu, là, pour le coup, je peux te dire que pas le Zalgiris, pardon, que Valence peut y aller, parce que du coup, Ouais. à Valence, ils vont peut-être avoir un match-up de celui du Pana. Et que du coup, là, il y a peut-être une chance que ça passe. Maintenant, ouais, je sais pas, les Zalgiris aussi, ils peuvent créer la surprise en battant ils sont contre qui là? Ils sont contre le Real si le standing ne bouge pas. Hmm. Mais moi, je le vois bien ni contre le Fener. Je les vois pas passer ni contre le Fener ni contre le Real. Je suis désolé. Raph dans Je le les vois pas chat. passer. Olympiakos, Fenerbahçe, Monaco, Zalgiris. Ça sera un beau séisme quand même, hein. Ouais, donc, Voir Monaco finalement aller ouais, prendre un spot au Final Four. ouais, Moi, clairement, alors là, mais statut pour Joan Bécarin parce que ce serait fantastique. Mais pour moi, ça, encore une fois, je maintiens et c'est pour ça que non pas que je m'accorde 100% avec ce que dit Raph dans le chat, mais je maintiens qu'il va y avoir une surprise. Je pense qu'on ne va pas avoir les quatre peut-être qu'on pressent, même moi je les pressens comme toi, Olympiakos, Pana, Real, Fener. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir un Valence qui va se glisser, il va y avoir un Monaco Moi, il y a peut-être qui peut le faire, il va se passer il y a quelque chose. une équipe, c'est Valence. Il y a une équipe que je vois faire quelque chose, c'est Valence. Le reste, je vois pas trop de surprises. Une équipe qui peut créer la surprise, c'est ma take de la journée, de la soirée, c'est Valence. Le reste, je suis un peu plus sceptique, tu vois. Je suis un peu plus sceptique. Valence, pour moi, il y a moyen. Le Zalgiris, je sais pas. Je suis pas confiant. Enfin, je sais pas. J'ai pas. Ouais, peut-être que je me trompe. On verra bien. Mais oui, une surprise. De toute façon, c'est l'Euroleague, tu le sais, Simon. Il y a toujours Ouais. des grosses surprises à un moment ou à un autre. Les matchs ils sont tellement serrés que ça joue sur rien. Maintenant, on parle quand même de séries à 3 matchs gagnants. Ouais. Ça, quand même, ça équilibre les débats un petit peu. C'est pas sur un match sec comme le Final Four. Parce que Mais bon. moi j'ai envie de dire Monaco. Mais je suis d'accord qu'à chaque fois quand je repense, comme tu dis, une série en 3, c'est Je compliqué. crois pas. C'est peut-être ils en tiennent deux. Ils font deux partout, ils vont jouer jusqu'au match 5 et derrière ils craquent. Genre, jusqu'à quand cette équipe au cœur énorme qui est en train de tout casser sur les pronos, etc., jusqu'à quand cette équipe va nous surprendre et va réussir à garder ce rythme fou? Tu vois, c'est la question que je me pose, moi. Oui, Je me dis, si là ils sont sur une dynamique comme on ça parle et de qu'ils Valence, arrivent à hein. engranger des victoires, en fait, peut-être qu'ils peuvent continuer encore et aller au Tu Final Four. parles Je de dis pas gagner, tu vois, mais Je t'ai perdu 2 secondes. Tu parles de qui? Tu parles de Valence? Monaco, Monaco. Ah, tu parles de Monaco, pardon. Il y a eu un souci technique, je pense, je t'ai perdu. Tu parles de Monaco? Oui, bah, à Monaco, comme on a dit, il y a l'aspect mental chez Monaco qui est primordial et qu'on voit qu'il est décisif en fait sur leur capacité à gagner des matchs ou pas. C'est-à-dire que le Mm. talent, il est existant. On peut pas le nier. Mais c'est l'aspect mental,
pense qu'il y a aussi l'aspect fatigue sur une série à 3 matchs gagnants, parce qu'ils ont quand même maintenant un roster qui commence à être de plus en plus serré. Ces matchs-là, ça va être tellement dur physiquement, tellement dur athlétiquement. Les gens ils se rendent pas compte, mais les séries de playoffs en Euroleague, c'est vraiment quelque chose. Faut les regarder. C'est vraiment, vous allez voir que vraiment physiquement, athlétiquement, tu sens que les mecs ils vont aller chercher parce que c'est tellement serré. Il y a pas de, c'est rare où t'as un match en playoff d'Euroleague qui se termine à plus 20, plus 30, tu vois, où il y a pas de match quoi. Ouais, T'as rarement des Pana Barça, tu vois. je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Bon, voilà pour cette grosse preview, les amis. Bon, on s'est régalé. Non, je rigole. Je pensais qu'on allait passer à la suite ou quoi. Non, il y a une chose dont on n'a pas parlé. Et c'est la fin de ce classement. C'est la quel 10e place. C'est le moment de ça. Mon Dieu. La tribune, ça te lance. Avant de te lancer quand même, il y a donc le Barça est la seule équipe du top 10 actuel avant le round numéro 38 qui démarre dès jeudi. À être en sursis, donc danger de potentiellement sortir de ce top 10 avec la menace Dubaï. Toi, là comme ça, de but en blanc, le Barça joue contre le Bayern, Dubaï accueille Valence. Là-dessus, est-ce que tu vois la surprise, le Barça qui sort, ou à contrario, tu vois le Barça quand même assuré face au Bayern et aller au play-in et espérer faire je ne sais quoi, parce que depuis tout à l'heure on parle du play-in, on n'a pas parlé du Barça une seule seconde dans des potentiels match-up. Et après, c'est terminé. Bah non, et après, c'est terminé. Enfin, je veux dire, déjà, le play-in, ça serait extraordinaire. Alors, pour répondre à ta question concrètement, oui, je vois le Barça aller en play-in. Pourquoi? Pour la simple raison, et pour la chose qu'on répète depuis le début de saison, c'est que cet effectif-là, et il y a du talent dans cet effectif-là. Ça, c'est indéniable. Il y a du talent offensivement, ça, c'est indéniable. D'accord? Donc, sur un match sec, à domicile, encore une fois, moi, je crois en la capacité de ces joueurs-là et de ces, entre parenthèses, champions quand même, hein. Parce que rappelez-vous qui est dans cette équipe-là. Hein. On parle de Kleiber, on parle de Pinter, on parle de Vezeli. Je veux dire, on parle pas de n'importe qui. Torniquet Schengelia. Voilà, c'est des sacrés champions. Et donc, sur un match sec, contre un Bayern qui n'a plus rien à perdre, mais un Bayern dangereux. Parce que Pezic, lui, il lâche rien. C'est un fou. Il va arriver déjà au match, il va retourner le vestiaire, il va faire croire à ses joueurs qu'ils sont en train de jouer une finale d'Euroleague. Tu vas voir. Et tu vas voir qu'ils vont trop les mecs. Parce que pour moi, il est vraiment incroyable ce coach. Mais par contre, je reste quand même convaincu que sur un match sec, le Barça va passer. Maintenant, passer pour faire quoi? Passer pour aller perdre contre soit le Pana, soit Zvezda, soit Monaco. D'accord? Donc, dans tous les cas, ils perdront. Ils perdront. Je les vois pas derrière, je les vois pas aller plus loin. Et le problème du Barça, donc pourquoi on a voulu vraiment focus là-dessus encore une fois ce soir, c'est que ça va au-delà de ce match-là. On parle encore une fois maintenant, et on ne parle même plus de saison. Là, on parle d'un problème institutionnel au sein de cette équipe-là, au sein de ce club-là. Je rappelle juste le contexte. La honte absolue contre le Pana, ce match qui vraiment, moi j'ai vu des joueurs marcher quoi. Quasi moins 20. Des joueurs qui n'en avaient rien à faire. Mais moins 19, mais tu rigoles. Moins 19, ce qu'on dit, ils sont venus mourir à moins 19. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est qu'en fait, ils ont juste fait un run rush au 4e quart-temps pour venir mourir à moins 19. T'imagines, tu viens mourir à moins 19, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu étais à moins, je sais pas combien. Et c'est un match honteux. C'est une honte absolue ce match-là. Et moi, je ne comprends pas. Alors, franchement, je suis choqué de voir le degré de copinage qu'il y a au sein de cette institution qui est le FC Barcelone et qu'on laisse des choses pareilles. Alors que je te promets que dans d'autres circonstances, et pour être un suiveur régulier de ce club-là depuis l'âge de 5 ans ou 6 ans, je te promets que dans d'autres circonstances, ça ne serait pas du tout passé comme ça. Ça ne serait pas du tout passé comme ça. Moi, je suis choqué de la réaction du public qui était amorphe. J'ai l'impression qu'ils étaient tellement choqués, les gens, qu'ils n'ont rien fait. Je suis choqué de la réaction de la direction. Et là, je te parle du copinage pour le coup. Parce que maintenant, il faut parler de copinage. Il faut arrêter les bêtises. Là, on parle de copinage maintenant. Maintenant, on a compris. Juan Carlos Navarro garde sa place parce que c'est le copain de tel et tel et tel.
Parce qu'il n'y a aucun monde où tu peux m'expliquer que ce mec-là peut rester encore en place à cette heure-ci où on part. Il n'y a aucun monde. Il n'y a aucun monde. Tu peux me dire ce que tu veux. Tout à l'heure, on parlait de la surréaction de Dubaï et d'un mauvais management. Ne pas réagir est synonyme aussi de mauvais management. Il y a un juste milieu à trouver, les gars. Je suis désolé. Mais entre rien faire et juste regarder et dire ouais, restons patients, et réagir trop comme ils ont fait Dubaï, bah, il y a un milieu à trouver. Donc là, c'est pareil. Et donc, je rappelle qu'est-ce qui se passe derrière, c'est que le Barça va à Monaco, le Barça perd contre Monaco. Non, pardon. Avant même que le Barça va à Monaco, après le match du Pana, t'as Xavi Pascual qui sort dans les médias. Xavi Pascual, tu regardais sa tête pendant le match contre le Pana. Franchement, c'était difficile de le voir. Bah, qui sort tout simplement en disant bah, moi, je risque de partir en fin de saison. Et que moi, je suis déçu du comportement du club. Et il sait très bien qui il vise. Et moi, je risque de partir. Alors, pourquoi il dit ça? Parce que, il a une clause pour partir en fin de saison. Ouais. Même s'il a signé pour 2 saisons. 2, apparemment, on lui aurait promis des recrues potentielles, mais qui ne sont jamais arrivées. Et puis 3, c'est qu'il voit que les choses ne bougent pas. Et je pense qu'il a raison de faire bouger le truc un petit peu, de secouer tout ça, parce que sinon on a monsieur Juan Cannavaro du coup, donc, parce que c'est lui le problème aujourd'hui. On a ce monsieur-là qui sort après le match de Monaco en disant quoi? En disant on va avoir plus d'argent. Et puis on n'a pas pu recruter parce qu'on n'avait pas de l'argent. Ah bon, parce que maintenant il n'y a que l'argent qui compte. C'est-à-dire que Valence, ils sont deuxième, ils ont un meilleur budget, ils ont un plus gros budget. C'est ça, en fait, ce qu'il veut dire. Les Zalgiris, ils ont un meilleur budget que toi. Ils sont au-dessus de toi. Ils ont un meilleur budget que toi. Zvezda, ils ont un meilleur budget que toi. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ils prennent vraiment les gens pour des cons. Moi, ce qui m'a choqué le plus au-dessus de tout ça, c'est que monsieur, il continue de se projeter. Et ce que je te disais, le copinage, encore une fois. Et je sais que dans ce club et dans beaucoup de clubs, il y a cet aspect de copinage, c'est qu'on aime bien travailler avec les copains en qui on a confiance, et j'ai rien contre ça. Je suis le premier à aussi aimer travailler avec des gens en qui j'ai confiance, voilà, les copains, etc. Mais bordel, avant d'être copain, il faut être compétent déjà. À un moment donné, je veux bien rester copain avec toi, mais en dehors du travail, quoi. Si tu viens, je te mets dans un truc et que tu échoues complètement, eh ben, c'est pas grave. Eh ben, on arrête là, tu vas faire autre chose et on arrête. Mais il faut arrêter cette mascarade au Barça. Alors, on va voir, après l'élimination de ce soir, peut-être que le président va se réveiller, il va arrêter de regarder le foot, il va aller se mettre un petit peu sur le basket. Mais ouais, il y a vraiment des choses incroyables qui se passent dans ce club-là. Et pour moi, vraiment, elles sont incroyables dans la dimension du club et versus tous les résultats négatifs qu'on voit des fois ou des déceptions dans d'autres clubs. Pour moi, là, on est sur quelque chose qui est extraordinaire parce qu'on est sur quelque chose qui dure depuis longtemps et sans réaction. C'est ça ce qui est flippant. J'allais venir à ça. Il y a jamais de remise en question, en fait. C'est ça le truc, le danger comme ça. Non, oui, tu prends le Pana avec toutes les réactions folles qu'il a leur président, mais au moins il réagit. Il réagit. Tu vois des choses qui bougent. Tu vois, voilà, il va t'amener un joueur, il va créer quelque chose, il va taper sur le point il va péter un câble sur Instagram alors qu'il est bourré ou je sais pas quoi. Mais on s'en fout. On s'en fout. Au moins, il réagit. Moi, ce que je déteste le plus chez les gens, c'est les gens qui sont amorphes. Ils réagissent pas, ils font rien, et puis ils regardent, et puis ils espèrent que, parce que ne pas réagir d'une manière, ça c'est quelque chose, mais juste rester amorphe, non, je suis désolé, tu dois avoir quand même une réaction, tu dois faire quelque chose, faire bouger les choses, faire changer les choses, pas seulement faire des réunions. Si tu gardes les mêmes personnes et les mêmes stratégies depuis 3, 4, 5 ans, forcément, tu as les mêmes résultats, voire même, comme on dit, on le dit souvent, celui qui n'avance pas, il recule. Il n'y a pas de stagnation, en fait. C'est soit tu recules. Hein. Et le Barça, c'est ce qui se passe. Ce club-là n'avance pas, il recule forcément. J'espère que vous avez pris le popcorn. Hein. Parce que là, c'est du grand niveau, encore une fois. Ouais, du grand niveau. Je peux aller, je vais m'arrêter là. En tout cas, moi, je le dis haut et fort. Dehors, s'il te plaît. Dehors. On en a marre de voir cette équipe-là dégringoler. Dehors. Dehors, Juan Carlos. Tu nous as fait trop mal, en plus. Fuera.
Non, tu nous as fait mal en tant que Ouais, supporter c'était un français. immense joueur. Et tu nous fais et là tu nous fais encore plus mal pour les gens, aux supporters du Barça comme les Saad aussi. Non, mais c'est une catastrophe. C'est une saison catastrophique et la projection. En fait, il faudrait qu'on se projette sans lui. En fait, il faudrait qu'il y ait une totale refonte de ce qui se passe au niveau de la direction sportive. Et là, t'amènes qui? Sylvain Francisco, les Moses White, les Josh Nibo. Là, t'es en train de draguer des mecs. Là, depuis, ça fait des mois. Là, ça fait 1 ou 2 mois qu'on voit des rumeurs dans tous les sens avec des joueurs qui se font draguer. Euh, et à un moment donné, faut déjà, j'espère que ça va se concrétiser pour eux, que ça va pas être un feu de paille, et derrière, en plus, que ça va se réorganiser sportivement dans tout ça. Je me range avec Raph pour dire qu'il faudrait qu'on fasse une deuxième émission qui s'appellera Saad parle du Barça. Voilà, je pense qu'effectivement, il y a une émission à faire. Une émission mensuelle, voilà, une émission mensuelle où ça dézingue le Barça. Voilà, ça je pense que ce sera mieux. Mais voilà. Bon, on va extraire ce moment parce que c'est un très beau moment là qu'on vient de vivre. Grand moment de télévision. J'espère que vous étiez bien accrochés, que le popcorn était de sortie. Voilà pour cette grosse preview. Et pour tout ça, pour les prochains playoffs qui arrivent, voilà, si vous voulez vous régaler, ça commence donc dès ce jeudi et vendredi. Donc c'est tous ces matchs de cette dernière journée d'Euroleague, le 38e round. Voilà, n'hésitez pas encore une fois dans le chat et également dans le commentaire sur YouTube à nous mettre un petit peu vos favoris, ceux que vous voyez aller en playoff, ceux que vous voyez en playoff, ceux que vous voyez aller au play-in, en tout cas dans quelle position plutôt, parce qu'on a déjà un petit peu, on voit comment ça se dessine un petit peu, et voir aussi quelles sont vos équipes, selon vous, favorites pour aller au Final Four, celles que vous voyez. Voilà, tout à l'heure on a tenté de répondre un petit peu quelles étaient nos équipes en quelles on avait confiance pour aller au Final Four. Encore une fois, l'Euroleague est tellement indécise que ce sera peut-être démonté dès la semaine prochaine. Mais voilà, il y a déjà des choses qui vont se dessiner dès jeudi et vendredi. Voilà, dans cette émission numéro 11, les amis, on va passer eh bien, à une autre rubrique. Ça va être un petit peu la fin de cette émission. On va s'accentuer là-dessus sur les récompenses un peu de fin de saison qui vont évidemment arriver avec cette fin de saison. Et je vous propose, je vais vous les montrer dans un instant, qu'on passe aux 5 majeurs de la saison. Les 2 5 de la saison, on en a fait évidemment de chacun. On va vous les proposer. D'abord, le premier 5. Le premier 5, je vous les mets tout de suite à l'image. Voilà, donc vous allez voir que c'est quasiment les mêmes au poil près. Il y a une petite surprise. C'est Saad qui a fait un petit changement de dernière minute. À gauche, vous avez le mien, voilà, mon 5 majeur de la saison, et celui de Saad à droite. Un joueur diffère. Donc on a on a tous les deux Sylvain Francisco, Talan Horton-Tucker de Fenerbahçe, Sylvain Francisco du Zalgiris, Sacha Vezenkov et Nicolas Milutinov, la paire d'intérieur de l'Olympiakos. Un seul petit changement, moi j'ai mis Elijah Bryant. Au début j'ai mis Kendrick Nunn, voilà, qui suis-je, et donc de côté de Saad, Jean Montero et franchement de Valence. J'ai hésité très 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 fort, et franchement quand il m'a envoyé son visuel, il m'a dit j'ai fait un changement, j'ai fait il a raison. Il a raison. Alors effectivement, pour donner le contexte donc aux gens, c'est qu'en préparation un petit peu de cette émission, donc on discutait un petit peu de tout ça. Et bah pareil, j'avais mis Elijah Bryant parce que je trouve que sa saison elle était incroyable et je trouve que son impact sur l'APOEL était aussi incroyable. Je rappelle aussi que le creux de l'APOEL correspond exactement avec l'absence de Bryant. Donc c'est pas une chance quoi, c'est pas voilà. Mais par contre, je me suis dit derrière et j'avais mis Montero au deuxième 5, tu vois. Après, je me suis dit quand même, avec la saison incroyable qu'ils sont en train de faire, c'est pas possible de pas avoir un joueur de Valence dans le premier 5. La raison pour laquelle j'avais pas mis un joueur de Valence dans le premier 5, c'est que j'estimais que cette équipe de Valence, elle était tellement forte offensivement que c'était difficile d'en sortir un individuellement. Mais force est de constater quand même que si on est obligé d'en sortir un, c'est un peu Montero qui sort un petit peu, même si moi j'aime bien tous les autres joueurs là, qui sont dans cette équipe-là. Et ce collectif, il est incroyable avec les Omarimon, avec les Branco, avec les Rivers, les machins. Mais oui, c'est pour la raison pour laquelle je me suis dit non, il faut quand même un joueur de Valence. Quand même, les résultats. Alors moi, comment j'ai construit mon 5 ?
c'est que je me basais en tout cas sur mes critères. C'est que pour moi, il y avait à la fois les résultats collectifs et à la fois les résultats individuels. Ce que je veux dire, c'est qu'une équipe qui n'est pas dans le top 6, top 10, qui ne va pas en play-in à minima, je suis désolé, mais je ne peux pas prendre. Je peux pas prendre un joueur. Pourtant, on en a vu des joueurs qui sont des sacrés joueurs, hein, notamment à Dubaï, comme notre ami Kabengele. C'est Ah, j'ai vraiment failli un le mettre. gros. Tu vois, voilà. J'y ai pensé à Kabengele et après j'ai dit non. Et du coup, voilà. Vu la saison de Milutinov. Mais franchement, tu sais qu'au moins au début, dans mon tout premier 5, le premier 5 il avait aucun sens. J'avais mis Sylvain, j'avais mis Wade Baldwin, j'avais mis Talan Horton Tucker. Bon, c'était au moment où le Fener était. En fait, j'ai voté direct. C'était le moment où le Fener était encore Oui, en pétard, oui, était premier. J'en avais mis deux. oui. J'avais mis Vezenkov et j'avais mis Kabengele. Parce qu'au début, je me suis dit, voilà, en fait, là, ça c'est mon chouchou, je le mets dans le 5. Mais en fait, quand tu regardes la saison de Nicolas Milutinov, qui est une saison assez Incroyable. dingue que personne n'avait. Moi, franchement, très honnêtement, j'avais pas du tout vu venir une saison comme ça de Nicolas Milutinov. Il est sur un run. C'est sûrement peut-être le joueur primordial de cette équipe. Évidemment, il y a Vezenkov parce qu'il a sa capacité au scoring, mais alors un garçon qui tourne à 20 dévals sur cette saison, qui est le meilleur rebondeur de l'Euroleague après 7 prises par match, 68% pardon, à 2 points avec 10 points de moyenne. Ça paraît pas très ronflant, mais l'impact que ce mec a dans l'équipe, c'est primordial. Donc pour moi, il mérite totalement sa place dans le 5 majeur et on est d'accord avec ça, même si un Kabengele aurait pu venir frapper tout ça, Moses Wright, voilà, il y avait encore des intérieurs qui ont performé. Tu voulais dire? Non, 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 j'allais dire que oui, oui, tout à fait. Individuellement, un Kabengele aurait pu prétendre à d'être dans le premier 5. Alors moi, perso, comme je t'ai dit, je ne l'ai même pas mis dans le deuxième 5 parce que j'estime que pour être dans le top 5 ou top 10, il faut être un minima dans le top 10, on va dire, Euroleague, en termes d'équipe, collectivement. Mais oui, individuellement, Kabengele nous a tellement impressionné cette saison que ça aurait été pas choquant si on parlait que de la partie individuelle de le mettre meilleur intérieur de la saison, par exemple, tu vois, meilleur Hmm. poste 5 de la saison. Et donc dans le 5 majeur de la saison. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, là, on est d'accord. Sylvain Francisco, meilleur meneur de la saison. Voilà, là, pour le coup, je pense il y a pas trop de débat. Voilà, voire pas du tout. Là, il y avait une stat de plus qui est apparue récemment où on a vu que c'était le joueur qui créait le plus de points à travers C'est ça. scoring et passes décisives, 31,5 points, créé à lui seul à travers donc ses points et ses passes décisives. Dingue, voilà, il y a personne qui fait mieux en Euroleague. Donc ça vient encore renforcer la candidature d'un garçon déjà dans le 5 de la saison et pourquoi pas dans l'MVP, on le verra tout à l'heure quand on donnera les notes. Derrière, il y a Mike James cette saison sur les points créés. Cody Miller-McIntyre aussi complète le podium. On a Nadir Rifi aussi en 4ème position, Wade Baldwin. Voilà, dans ces garçons-là, Sylvain Francisco cette saison se place numéro 1 dans les points créés. Donc c'est encore une fois des stats qui démontrent qu'il fait une saison complètement folle. Donc il est dans le 5, ça je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Derrière effectivement, Jean Montero, moi là, plus je vois le visuel, plus j'ai envie de le mettre en fait. Parce que c'est vrai que pas mettre un joueur de Valence, même si Valence est un collectif hyper organisé, tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est difficile et être meilleur s'il faut en sortir un, c'est lui. C'est la star, voilà, c'est clairement la restat de cette équipe. Et là, dernièrement, il est en feu total, ce qui permet à Valence d'engranger, notamment lors de la semaine dernière sur la Double Week, d'engranger 2 victoires hyper importantes. C'est lui la star. Donc pourquoi pas, en fait, ça se discute à mort. Et THT, on est d'accord sur THT. Est-ce que tu as hésité? Enfin, j'ai failli Non, hésiter sur THT, moi. Tu sais quoi, j'ai failli hésiter. pour moi, je sais pas si, ouais, non, j'ai eu aucune hésitation parce que moi, demain, si je dois choisir entre THT et Baldwin, je prends THT. Pour Ouais, moi, je il est comprends. au-dessus. Pour moi, il est au-dessus dans sa capacité à scorer, dans sa capacité à shooter, dans sa capacité à impacter le game des deux côtés parce qu'il est capable de défendre aussi. Hmm. Pour moi, ça reste un joueur au-dessus. On aime Baldwin et on trouve que ce qu'il fait est très bien et magnifique et la progression qu'il a eue en arrivant en Euroleague depuis quelques saisons maintenant, elle est vraiment très belle. Mais Chichi, on parle d'un joueur qui était déjà, entre parenthèses, assez confirmé en NBA.
Tu vois, c'est pas Ouais. un joueur, un Ouais, joueur ouais, là. ouais. Je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Mm. Tout de suite, tu vois l'impact, quoi. Tout de Mm. suite, tu vois l'impact. Mais c'est un garçon, moi, qui des fois me frustre. Enfin, il y a eu des matchs à dernièrement où des fois il est frustrant, des fois il mange le ballon parce que, et tu l'as dit, il a un talent supérieur, c'est sûr et Ouais. certain, il a un physique de déménageur alors que c'est un ailier qui est capable de dribbler comme un meneur. Enfin, donc Mm. il a vraiment un physique et un profil de joueur qui est assez lunaire, quoi, et assez unique en Euroleague. Enfin, pas vu un joueur comme ça depuis des lustres quand même. Cette capacité-là à créer son Mm. jeu et à la fois à être impactant en contre-attaque, mais aussi sur jeu placé, etc. Même s'il n'a pas encore un shoot à 3 points monumental. Ouais. Enfin, Mm. c'est effectivement, je suis d'accord. Mais des fois, il me frustre un peu. Moi, je trouve qu'il me frustre un peu. Il y a certains matchs où je trouve qu'il a un peu, genre, quand le Fener s'est arrêté, où sa série s'est arrêtée du côté de Zvezda, série de 19 victoires consécutives, de compétitions confondues, il bouffait le ballon à la fin et ça me frustrait. Je me disais, mais mec, là t'es en train de juste de, t'es négatif en fait pour ton équipe. Et des fois, je trouvais qu'il avait un poids un peu plus négatif typiquement qu'un Baldwin, tu vois. Mais parce qu'il a des responsabilités, il prend les tirs, il prend les choses en main. Donc c'est évidemment le risque de ce type de jeu aussi. Mais il y a des fois où il m'a un peu frustré, notamment en fin de saison. Et donc, il y a des moments où j'ai hésité, je me suis dit, ah, est-ce qu'en fait, ben, je mets pas Montero et Ija Bryant et Francisco, voilà, pour une ligne d'arrière, ailier arrière, quoi. Non, mais après le choix, je pense, de Horton Tucker, il est plus dans un mood. Tu sais, c'est comme pour moi, sur les dernières saisons, moi j'ai eu que deux joueurs qui m'ont entre parenthèses impressionné individuellement dans leur capacité de scorer et qui n'étaient pas des passoires non plus défensivement. Pour moi, il y en a deux. Pour moi, c'est Kendrick Nunn et Horton Tucker. Ouais. Et pour moi, c'est les deux joueurs en fait qui, entre parenthèses, tu donnes la balle, tu sais que ça va scorer quoi. Hmm. Tu sais que ça va scorer. Donc c'est. Et par contre, je suis d'accord avec toi. Mais c'est comme Kendrick Nunn à un moment donné, on était frustrés parce que bah, Ouais, il battait dans tous les sens, ça partait dans tous les sens. Tout ça, c'était un peu compliqué. Mais tu sens que les mecs, c'est le risque ils à sont, prendre avec ces voilà, joueurs-là aussi. au-dessus de ce niveau-là. Ils sont au-dessus de ce niveau. L'année dernière, quand on parlait un petit peu de la contre TJ Short et Kendrick Nunn, entre les deux, de la discussion entre parenthèses de MVP, même s'il y avait aussi Vezenkov et aussi Mike James, mais il y avait cette discussion-là, et puis on disait, oui, effectivement, Kendrick Nunn était au-dessus, il n'y a pas de débat. Mais TJ Short, dans sa capacité à mener l'équipe, etc., dans son impact sur son équipe, etc., c'est autre chose. Mais qui était obligé de prendre en compte, eh ben, individuellement, que Kendrick Nunn est loin, est loin. Hmm. Et loin, et que c'est pas pour rien qu'il a eu des stats en NBA avec Miami, etc. Et Horton Tucker, c'est pareil. C'est un mec qui est au-dessus de ce niveau-là, qui est au-dessus, qui a vraiment le niveau pour performer déjà en NBA, mettre des points, etc. Il est capable de performer en NBA plus que Nigel Hayes Davis, plus que beaucoup de joueurs. Tu vois. Hmm. Donc, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Son impact sur le terrain avec l'équipe, etc. Des fois, ça peut être frustrant. Hmm. Et puis oui, si on parle vraiment Baldwin, Horton Tucker sur leur impact sur le Fener, il y a débat. On peut dire que Baldwin, voilà, il y a débat entre Baldwin et Horton Tucker sur leur impact sur le jeu du Fener. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Dites-nous, hein, vous, évidemment, vos 5 de la saison. On va passer notamment à ton deuxième 5, Sad. Qui est-ce que tu as mis, toi, dans ton second 5? Voilà, tu as un peu ceux que, peut-être, qui ont gratté peut-être la première, le premier 5 qui tu as mis. Alors, pour le deuxième 5, bah, j'ai mis Moses Wright en poste 5. Mhm. J'ai mis Lyles, Ouais, oui, du Trey Lyles, Trey Lyles, du Real. voilà, sur le poste 4-3 un peu, plus 4. Et puis bah, j'ai mis Elijah Bryant, Jordan Noara de Zvezda et Baldwin du coup du Fener. Ouais, voilà, je suis assez, je l'aime bien, j'aime bien la take. Pourquoi Jordan Noara, tiens, vas-y, parce que moi Ouais. à peu de choses près, je me suis dit, c'est peut-être un des seuls aussi que j'ai pas par rapport à toi, tu vois. Pourquoi Jordan Noara qui a fait un début de saison colossal, il s'est un peu blessé à un moment, ça a cassé un peu sa dynamique, mais il avait fait un début de saison par rapport à son niveau affiché du côté de l'Anadolu pour sa première saison en Europe, c'était quand même assez dingue. Pour moi,
c'est un joueur qui est très impressionnant athlétiquement. Déjà, pareil dans sa capacité de scorer et attaquer le cercle. Son shoot, il n'est pas extraordinaire, mais il est en progression nette aussi. Maintenant, si on dit j'ai choisi quelqu'un, c'est que j'ai enlevé quelqu'un. Et donc, forcément, bah, t'enlèves un Kendrick Nunn, par exemple, Ouais. qui, toi, tu l'as mis, par exemple, sur ton deuxième 5, pour pas, Mhm. ouais, qui aurait pu y être. Mais moi, pareil, je suis rentré dans une réflexion aussi collective. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Pana, c'est décevant. Personne ne les attendait à ce niveau-là. Et donc, forcément, tu dois, entre parenthèses, prendre en compte cet aspect collectif. Et c'est pour ça que j'ai pris Noara, Jordan Noara, parce que Zvezda est en train de réaliser, entre parenthèses, quelque chose d'historique pour aller en Ouais. play-in. Et ils n'ont pas fait ça depuis, depuis super longtemps. Ils attendaient ça depuis super longtemps. Donc, donc voilà, c'est pourquoi j'ai pris Jordan Noara. J'aurais pu prendre un autre joueur que j'aime beaucoup, McIntyre. Ouais. Je voulais prendre quelqu'un de Zvezda parce que je me suis dit, bah attends, Zvezda quand même, il performe, c'est pas il performe. En tout cas, ils font une belle fin de saison. Ils arrivent à se qualifier en playing, ce qui n'était pas non plus gagné depuis le début. Donc forcément, il fallait comprendre quelqu'un. Bah, j'ai pris le choix de Noara. J'aurais pu prendre le choix aussi de McIntyre, qui est vraiment un gros joueur. Et encore plus, pour moi, plus, comment dire, encore plus... Valuable, all around, et cette faculté à tout faire, quoi. Exactement. Capable de défendre, capable de scorer, capable de tirer, capable de faire des passes, capable de prendre des rebonds, capable de défendre sur plusieurs postes. Donc, c'est vrai que ça va mieux sur le tir, hein, avec Cody Miller-McIntyre, parce que c'est un peu son petit talon d'Achille à chaque fois, le tir extérieur. Ça va un peu mieux, il a eu des séries quand même. Hein. Il a eu des séries sur certains matchs. Voilà pour le deuxième 5 de Saad, donc avec Baldwin, Jordan Noara, Elijah Bryant, Trey Lyles et Moses Wright. Eh bien le mien, ce sera Jean Montero du coup. Ah purée, je suis à deux doigts de dire... ouais, je me suis trompé, voilà, j'aurais dû le mettre dans le 5, j'aurais dû le mettre dans le premier. non, ça joue. Ça se joue, mais là je regrette parce qu'on l'adore. Voilà, on l'adore, Jean Montero. Donc Jean Montero dans le deuxième 5, je mets quand même Kendrick Nunn qui fait quand même une saison scorée encore énorme. Et je pense qu'il faut quand même toujours parler de ça, même si le Pana nous frustre, même si lui-même nous frustre. Pareil, moi c'est aussi dans mon deuxième 5 celui que j'enlèverais. C'est pour ça que je suis assez d'accord. J'aime bien l'aspect de Jordan Noir. Moi je pense que j'aurais peut-être mis même Cody Miller-McIntyre. Wade Baldwin aussi également. J'ai Trey Lyles aussi du côté du Real, parce qu'il faut quand même un joueur du Real. Et c'est pour sa première saison en Europe. On savait qu'il avait le profil à peu près pour pouvoir s'imposer, mais c'est vrai qu'il fait une belle saison. Et mon chouchou, voilà, j'étais obligé de le mettre. Il est là, Mufiondu Kabengele. Oui, je le mets parce que là, pour le coup, je vais un peu à l'encontre de toi, de tes critères et notamment de la réussite collective, puisqu'ils sont 11e à l'heure où l'on parle. On ne sait pas s'ils iront en play-in. Ça va dépendre du Barça notamment. Donc, bon, bref, c'est vrai que sur l'aspect collectif, voilà, Dubaï a fait un beau push quand même sur la fin de saison pour pouvoir espérer revenir. Et Kabengele, il fait une saison. On fera un moment, je pense que on fera une émission, alors pas spéciale, mais on fera dans une autre émission une rubrique à un moment un peu nos trophées hors trophées officiels. On fera les joueurs les plus kiffants, les rookies, voilà, on regardera un petit peu ce qui, voilà. Et je pense que Kabengele, moi, il va truster les trucs parce que moi, à chaque fois que je regarde Dubaï, je suis là pour je suis là pour lui. Voilà, mais régale-moi, putain, fais des dribbles entre les jambes, faire des coast to coast, c'est quoi ce mec? C'est quoi? Donc voilà, je le mets parce qu'il m'a régalé cette saison. Voilà. T'as raison, comme je t'ai dit, ça se vaut individuellement, ça se vaut. Moi, le simple critère pour lequel je l'ai sorti, c'est le critère collectif. Mais tu as complètement raison qu'individuellement, c'est un joueur impressionnant. Et on va voir s'il va rester à Dubaï d'ailleurs. Un chèque, hein. Moi, je mets un chèque en tout cas. Je mets un chèque pour le recruter. Kabengele, voilà, dans ce deuxième 5, vous l'avez le premier 5, un seul joueur diffère, vous l'avez sous les yeux entre nous deux. Donc Saad a choisi Jean Montero et j'ai mis Elijah Bryant, mais sur les seconds 5, je vais les répéter du coup. Saad nous a mis Wade Baldwin, Jordan Noara, Elijah Bryant, Trey Lyles, Moses Wright, et de mon côté, Jean Montero, Kendrick Nunn, Wade Baldwin, Trey Lyles et Kabengele. Voilà pour nos deux 5 de la saison. De Final Four by France. N'hésitez pas à mettre les vôtres, évidemment, en commentaire, dans le chat, mais également sur YouTube. N'hésitez surtout pas, je veux vos 5 majeurs de la saison, parce que, franchement, il y a des débats. Et j'ai vu d'ailleurs que les joueurs commencent à mettre les leurs. Ils ont été interrogés, il y a eu Mike James, il y a eu Nadir Ifi. Nadir Ifi s'est mis lui-même dedans, voilà, le
parfaitement logique, c'est vrai. Paris Basket est très bien positionné. Bon, bref, mais bref, il y a des choses un peu scandaleuses, mais bon, c'est évidemment, ça alimente les débats, c'est un peu rigolo. Nadir, en tout cas, il a raison de se mettre toujours en avant. Pour terminer cette émission, pour terminer en bonne et due forme, parce que ça va bientôt faire, à cause de la coupure, ça va malheureusement faire quasiment plus d'une heure et demie. Course au trophée, on termine. Le défenseur de l'année, Saad, pour toi, quel est le défenseur de l'année de la saison 2025-2026 en Euroleague? Diallo de Monaco. Diallo de Ouais. Monaco. Je pense pas qu'il y ait une surprise à dire ça. C'est un joueur très 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 dur à attaquer. C'est un joueur capable de défendre sur plusieurs postes aussi, hein. Il est même capable de défendre sur un poste 4, voire un poste 5, ça dépend quelle taille il fait le poste 5, mais c'est un joueur qui est capable de défendre un minima de 1 à 4. Très très agressif, et puis non, c'est puis même par quand tu lis un petit peu les interviews de différents joueurs, notamment des joueurs talentueux offensivement, quand tu leur poses la question c'est contre qui que vous galérez le plus à attaquer, Diallo, hein. Donc Et il ressort. qui parle de Diallo, il ressort énormément. Donc un joueur physique, mine de rien, même s'il n'a pas l'air d'être athlétique comme ça, mais il est super athlétique. Quand tu le vois des fois, comment il va vite au cercle aussi, capable de monter au contre aussi. Ouais, pour moi, c'est Diallo. Je suis d'accord avec toi, donc en fait, il n'y aura même pas de contrepoids parce que pour moi, Oui. c'est vraiment le meilleur défenseur actuel. Oui, tu voulais Et je, dire? et je rajoute à ça sa capacité de lecture tactique défensivement, qui Ouais, sont ouais, 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 ouais. rarement en lumière. Il n'y a pas que les capacités physiques et athlétiques pour défendre. Il y a aussi une capacité de lecture défensive. C'est un mec qui est capable de lire les attaques offensivement, donc défensivement pour lui, les attaques, pardon, défensivement, pour être au bon endroit, faire la bonne aide, tu vois, Hmm. intercepter des ballons, etc. Et donc, ouais, pour moi, Archi c'est un d'accord. joueur défensivement complet. Ouais, complètement, archi d'accord. Toi, dans la discussion, Tavares, j'imagine évidemment qu'il reste, Ça me voilà, saoule, parce que, mais, ça me mais moi saoule, aussi, moi ça aussi, me saoule, c'est moi aussi, ça l'histoire me de saoule. Tavares, Rudy Gobert, Et les d'ailleurs, mecs ils en passent ont eu marre, hein. Et tu vois que les... les votants, même les votants, en ont eu marre, puisqu'il y a eu c'est Nico Lerbab qui a gagné la saison dernière aussi. Il y a eu Thomas Walkup, voilà. Je pense qu'il y a aussi un truc où à un moment ils se sont dit bon, on va regarder autre part en fait. Et je En pense que fait, ce qui me Diallo, il le saoule, mérite enfin cette année en fait. Il est toujours en dans la fait, discussion, là il le mérite. ce qui me saoule, Simon, moi, c'est dans cette discussion de meilleurs défenseurs, de mettre toujours les mecs qui sont grands, parce que, ben, excuse-moi, mais tu es tout simplement grand, en fait. Il n'y a rien d'autre. Grand, tu ne l'as pas construit toi-même, ça t'a été donné. Tu fais 2,20 m, mais ça t'a été donné, en fait. Je suis désolé, tu n'as rien fait. Enfin, ouais, tu fais 2,20 m, les gens ils ont peur de ton contre. Bah oui, il suffit de lever les bras et tu fais 2,60 m, et puis on n'est plus sur le même délire. Mais excuse-moi, mais pour moi, ça, c'est pas défendre. Défendre, c'est être en capacité de défendre déjà plusieurs postes, être un bon défenseur, c'est être en capacité de défendre plusieurs postes, et non pas juste attendre sous le cercle. Tu prends un Wembanyama, c'est différent. J'allais te Wembanyama, dire, j'allais t'amener là-dessus pour t'embêter, mais du coup ouais, Wemby il est capable. Et plus, eh en oui, plus au-delà de c'est ça, un il dissuade défenseur. partout sur le terrain. Il n'est pas là à attendre comme, je suis désolé de le dire, comme Gobert, comme Tavares, comme, je suis désolé, t'attends, puis les mecs ils viennent, tu bâches. Ah bah bravo, bah, c'est bien, ouais, bah ok, non mais Ah, après, T'es dur avec Rudy Gobert. concrètement, non mais Simon, concrètement, je suis complètement d'accord que oui, ça change énormément dans le jeu, il n'y a aucun souci. Ce Hmm. que je dis, moi, c'est qu'à un moment donné, il est où le mérite dans ces histoires? Il est où le mérite? Moi, je préfère un Diallo, je préfère un Blossom Game, je préfère un McIntyre, je préfère Wade Arbab à un moment donné quand il était très très fort défensivement. Voilà, je préfère ces gens-là. En NBA, eh ben, je suis désolé, mais moi j'étais dans la famille Draymond Green. Je suis désolé, à l'époque versus Gobert, Ouais. même en étant français, bah, je suis désolé, mais je préfère le profil d'un défenseur all-around et encore une fois capable d'avoir des lectures défensives qu'un mec qui attend juste sous le cercle et qui te bâche, quoi. Et que si tu n'as pas mis, si tu as pas mis 3 points, ben, c'est difficile. Je suis d'accord avec Bah, toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'avoue que j'amène et là-dessus. j'avais du Gobert. Hein. Non, mais ouais, non, bon. Ouais. Et on
aura nos avis sur Rudy Gobert. Mais non, mais en fait, j'aime bien cette take. Et puis j'espère aussi que en fait, les votants vont enfin donner C'est ça. ce vote à Alpha Diallo. Parce que oui, Nicolas Babb, oui, ok. Thomas Pas Walkup, cette saison. oui, d'accord. Pas cette saison. Oui, World Cup, mais World Cup était beaucoup absent Allez. cette saison. Voilà, non mais à l'époque, mais je parle Oui. tu vois ceux qui ont été élus à l'époque, hormis Tavares. Tu vois, je me dis, mais merde, mais donnez-le à Diallo enfin en fait. Ah oui. Il faudra lui donner à un moment donné, même donner-le à Blossom Game en fait, moi ça me dérange même pas, hein. Enfin, lui c'est un malade aussi, hein, défensivement, même si c'est autre chose quand même. Mais Ouais. s'il y a des choses qui me dérangeraient même pas en fait. Ok, donc on est d'accord sur Alpha Diallo. Dites-nous si vous êtes d'accord aussi sur les grands. Voilà, ça c'est aussi intéressant. Débat très intéressant, c'est par ça aussi. Ah, Snorky qui vient d'arriver dans le chat, il nous régale et qui nous régale de son 5 majeur de la saison avec Allez, Sylvain Francisco, Lidja Bryant, Wade Baldwin, Vezenkov et Nico Milutinov. On est quasiment d'accord, sauf que lui, il a tranché, il a mis Wade Baldwin à la place de Talan Horton Tucker. Eh bien, je t'invite mon cher Snorky à remater le replay pour voir un petit peu nos avis autour de cette question, parce qu'il y a débat, franchement il y a débat, j'ai failli aussi trancher entre les deux. Donc c'est plutôt intéressant. On peut parler du MVP. On parlait de meilleur joueur. On peut parler du MVP. Pour terminer en beauté cette émission, ton MVP de la saison, toi, mon Sad Mon MVP, ça va faire du débat, c'est sûr. Ça va faire du débat parce que moi, j'ai pas pris Vezenkov, je vous le dis tout de suite, d'accord? Parce il est chiant, il est là pour ça. Oui, je suis là pour ça. Parce que pareil, autant le. Alors, j'ai pris Sylvain. Je reste sur ma lignée. On en a parlé il y a quelques mois ou quelques semaines, je sais plus, Simon. Et j'avais dit que pour moi, si le Zalgiris va en playoff, Sylvain mérite son titre de MVP. Parce que j'estime que son impact sur le Zalgiris est plus grand que l'impact de d'autres joueurs classés au-dessus de lui sur leur équipe. Si là, Sylvain, bon, il a pas la match-up n'est pas exceptionnelle face au Paris Basket lors de cette dernière journée, mais elle est décisive quand même. Il faut gagner pour s'assurer cette place dans le top 6. Si là, Sylvain, il refait un statement devant son public là-bas à Kaunas, pour toi, est-ce que cette dernière journée peut être aussi décisive là-dessus, sur cette course au MVP, ou au final, vu que c'est Paris en face, ça n'aura pas d'importance? Je pense que c'est compliqué, Simon, aujourd'hui d'avoir encore un impact sur le vote. À mon avis, les gens ont déjà leur idée assez arrêtée. Alors après, oui, si tu sors un truc extraordinaire, historique, du type MHD l'année dernière, je sais pas, moins 60 points, comme ça. Oui, là, oui. NBA, tu vois, là, je veux bien. Mais même une grosse performance, il en a fait tellement cette saison que ça reste Paris à la fin et qu'il est à domicile et que je vois pas. Voilà. Non, je pense pas. Okay. Maintenant, je suis aussi persuadé que beaucoup de gens, que les votes iront plus à Vezenkov, bien entendu, qu'à Sylvain. Ça, j'en suis conscient. Je dis pas que j'ai raison. Attention, j'ai donné mon vote, mon avis. J'ai pas dit ce qui va se passer. J'ai pas. Si je dois dire qui va être élu MVP, oui, je pense que Vezenkov sera élu MVP en fin de saison. Moi, c'est clair. Moi, qui doit être élu, qui est mon MVP de saison, c'est Sylvain. Ok, j'aime bien. Moi, je garde Sacha Vezenkov. Mais j'aime bien l'argument parce que j'ai failli aussi le mettre Sylvain. Évidemment, parce qu'il est tellement dans la discussion. Mais en fait, il y a des moments où j'interroge mon propre chauvinisme et mon propre fanatisme de Sylvain Francisco. Donc je me dis, essaye de mesurer. Donc j'ai mis Sacha Vezenkov. Parce que il mérite là. Déjà l'an dernier, on lui a volé. Et donnez-lui cette année. Peut-être qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est que l'an dernier, il le méritait plus que cette année. Ouais. L'an dernier, moi, je l'aurais donné, en fait. Ça me reste encore en travers de la gorge. Et je salue d'ailleurs Benoît d'Olympiakos FR qui tient la page Olympiakos FR, qui l'an dernier, avec qui on avait beaucoup discuté aussi, me disait mais c'est un blasphème total, etc. Moi j'avais été assez d'accord. Traite de la nation, Simon. J'avais dit explique-toi, Raphaël, là, je le vois dans le chat, il est en train de m'insulter. Ouais, traite à la nation, je suis d'accord. Mais moi j'essaye de mesurer.
Ouais, voilà, de pas voter Sylvain Francisco. Mais j'essaie de mesurer un petit peu, j'essaie de mesurer un peu. Mais j'ai envie aussi de lui donner mon vote. Moi aussi, j'ai envie de le voir soulever ce trophée. Franchement, si c'est le cas, je serais le plus heureux des hommes. Mais je garde quand même du Sacha Vedenkov, Lollier premier, Malédiction du premier. Ils vont encore sortir, voilà, au Final Four, un grand classique. Mais donnez-le à Vedenkov, là, voilà. Une bonne fois pour toutes quand même. Mais je suis d'accord, traître à la nation. Je le mérite ce titre et je le prends. Voilà pour cette émission les amis, voilà pour cette 11e émission, désolé encore pour le petit souci technique qui nous a empêché donc de faire une émission complète, je rappelle voilà la première partie, alors je sais pas combien de temps ça a duré, une bonne vingtaine de minutes je pense, est dispo évidemment sur la chaîne, et là on a pu faire cette deuxième partie avec évidemment la grosse preview autour de ce dernier round. Je rappelle, ça commence jeudi, vendredi, donc les 2 jours du match, du gros match au programme. Je vais vous remettre le calendrier. Moi, j'ai envie de dire quand même un truc, encore une fois, à l'Euroleague. Ouais. Mais juste un truc, Simon, tu sais, la dernière fois avec Fred Mazéas, on parlait un petit peu de l'organisation, de la programmation, etc. Effectivement, et ceux qui n'ont pas vu cette émission, on pouvait la revoir sur YouTube, hein, on rappelle, avec Fred Mazéas. Et donc, juste encore une fois, je me pose la question, moi, pour cette fin de saison. On a dit tout à l'heure, Barça-Bayern et Dubaï-Valence, c'est des matchs décisifs pour le play-in. Pourquoi les 2 matchs ne sont pas joués exactement à la même heure? Je suis d'accord. Non, mais en programmation, c'est une. Ils jouent, ils sont sur des cordelettes à chaque fois. Qui fait quoi? Les enjeux géopolitiques, les enjeux machin. Mais qui dirige ça vraiment? À chaque fois, moi, ça me rend dingue aussi. Mais... Enfin bref, on va je suis pas d'accord avec toi. repartir là-dessus. Mais j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai dit il faut que j'en parle parce que là, je suis estomaqué. Je me dis mais non, mais c'est pas possible. Je pensais vraiment que tous les matchs étaient à la même heure à la limite, tu vois. Mais au moins les matchs décisifs. C'est pas grave. Les matchs du genre Maccabi Bologne, on s'en fout. Tu vois, Partizan Basconia, on s'en tape. Mais le reste, ça doit être à la même heure. C'est pas réfléchi. C'est pas réfléchi cette histoire. C'est pas bien organisé. Hein. Et quand on s'en fout qu'ils soient à la même heure, là, ils te les mettent tous à la même heure. Ouais. Attends, on dirait la Ligue de football professionnel. Quoi. Bref, on dirait la Ligue 1, voilà, comme on dit. Je peux vous dire que c'est pas un exemple à suivre. Bon, voilà pour cette émission. Merci Saad, merci de nous avoir régalé. Merci tout le monde. Et bonne Ligue des Champions les amis. Hein. Paris ce soir, mais pas que Paris. Moi je sais que Saad là, il va se ruer pour s'envoyer cet Atlético Barça, le Barça qui doit remonter 2 buts. C'est ce soir, ouais, tremblote. Hein. Pas possible, ouais. Et pour nos amis parisiens, évidemment, on les embrasse. On espère qu'ils vont aller faire le taf du côté de d'Anfield, eux qui ont gagné 2-0 à l'aller. J'espère que normalement ce sera banco. Pour conclure, toujours, je vous fais un petit tribute. Je ne cesserai de faire la promotion de la presse française de basket notamment sur cette chaîne. Je le fais encore. Maxi Basket, les confrères de Maxi Basket. Voilà, c'est sorti encore une fois. Le numéro d'avril est en kiosque avec un sujet sur Maxime Reynaud qui est très très chaud du côté de Sacramento. Énorme saison rookie. Il nous a régalé. On va avoir une raquette en équipe de France, les amis. Attention les yeux. Attention. Alors là, ça fait peur. Ouais, c'est clair. Merci à tous de nous avoir suivis, les amis. Passez une très belle soirée, passez une belle dernière semaine d'Euroleague, saison régulière 2025-2026. Régalez-vous. Il va y avoir plein de changements. Rappelez-vous évidemment de ce classement-là. Est-ce que ça va changer énormément sur la semaine prochaine? On aura le temps évidemment d'en rediscuter, de faire nos previews des play-in, des play-offs. Merci beaucoup, Saad. Plein de bisous à tout le monde. Profitez bien. Passez une belle semaine. Ciao, ciao. Salut, ciao.